Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Manuel Valls, ancien Premier ministre et auteur de Le courage guider leurs pas aux éditions Talendier. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Donc après les retraites, le nouveau débat, l'immigration, un sujet qui fâche, mais où il y a de la surenchère, le droit d'asile en toile de fond également. Nous allons l'évoquer avec vous en se posant la question du courage qui est au centre de votre livre, avec une série de portraits, 12 destins face à l'histoire, Clémenceau, Louise Michel, ça va jusqu'à Zelensky. Qu'est-ce que le courage en politique? Commençons justement d'un mot aussi par la nouvelle motion de censure, et Elisabeth Borne qui a utilisé d'ailleurs ce terme de courage hier. Elle a dit moi je ne confonds pas le courage et les décibels. C'est ce qu'elle a déclaré. Ça vous rappelle des souvenirs, puisqu'elle affronte des motions de censure, des 49-3. Certains disent que la démocratie va mal. Comment vous appréciez-vous la situation du moment? Elle ne va pas bien. Je pense que nous vivons partout dans nos grandes démocraties occidentales, dans les vieilles nations, une crise démocratique, civique, appelez-la comme vous voulez, dont les symptômes sont l'abstention massive pour ce qui concerne la France, aux élections locales, aux élections législatives, ce qui est toujours inquiétant, et puis un climat de violence politique, dont aujourd'hui l'Assemblée nationale est l'illustration. Donc est-ce que cela correspond à la société? Sans doute, en partie, mais ce climat n'est pas bon, surtout face aux enjeux majeurs auxquels le pays fait face, l'avenir de l'Europe, la guerre en Ukraine, la question centrale du réchauffement climatique, les sujets d'immigration ou de sécurité, et puis la vie quotidienne des Français. Je pense évidemment à la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Face à ces sujets-là, on a l'impression que la classe politique, comme on dit, les représentants politiques souffrent d'une forme de crise de légitimité, n'arrivent pas à trouver le ton et les accords pour répondre aux attentes, aux inquiétudes, aux espérances de nos compatriotes. Mais quand le gouvernement et Elisabeth Borne utilisent le 49.3 là, pour faire passer sa réforme des retraites, on verra. Elle a dit qu'a priori, il ne sera pas utilisé pour l'immigration. On verra pour le projet de loi. Est-ce que c'est faire preuve de courage ? Dans mon livre, je traite de figures comme Clémenceau, Churchill, De Gaulle, Camus, Moulin, et précisément, je le dis moi-même, il faut être très, très modeste face à ces figures et face au courage. Au fond, le courage, c'est une vertu. C'est Churchill qui disait ça, qui conditionne toutes les autres. Faites de courage physique, on pense évidemment à Jean Moulin, mais aussi de courage moral, éthique. Puis c'est aller contre le mouvement général. C'est aller contre le mouvement général. C'est dire sa vérité. Vous vous rendez compte, De Gaulle, le 18 juin 1940, il est seul. Pas grand monde l'écoute. Et puis les Français viennent d'être écrasés par la défaite, par l'exode, et remettent leur destin dans les mains du maréchal Pétain. Et puis pourtant, lui, nous sommes pas loin du 18 juin, trouve cette force. Oui, mais... Alors après, ne comparons pas les époques et le débat politique, même si dans ce livre, bien évidemment, je dis que face aux problèmes, face aux défis, face à la crise démocratique, face à la montée des populismes ou même des régimes autoritaires qui, pour certains, peuvent être des exemples, il faut faire preuve de courage et défendre cette démocratie. Au fond, peut-être que le courage, je vais vous répondre très franchement, ça serait de gouverner autrement. Je vais le dire à ma manière. Les Français ont voulu, ils ont bien fait, je crois, réélire Emmanuel Macron. Mais ils lui ont fait passer un autre message. Il faut gouverner autrement, puisqu'ils ne lui ont pas donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, la responsabilité ou le courage de la majorité comme des oppositions, ça serait de trouver le chemin pour gouverner ensemble, en tout cas, sur un certain nombre c'est le en même temps ensemble, non ? Non, c'est pas le en même temps. À partir du moment où vous n'avez pas une majorité absolue et qu'il n'y a pas de majorité alternative, personne ne croit à un gouvernement Le Pen-Mélenchon, il faudrait trouver les voies nécessaires pour des consensus sur les sujets majeurs. C'est clair, nous en dirons un mot, que sur l'immigration, nous sommes à un rendez-vous crucial, qu'il faut un changement de politique, que nous menons les mêmes politiques depuis 40 ans, droite et gauche, au-delà des coups de menton, mais ce sont les mêmes. Donc il faut un accord entre le Sénat et l'Assemblée, entre la majorité sénatoriale et l'Assemblée et la majorité à l'Assemblée nationale, entre
Renaissance et les LR, et peut-être des socialistes responsables, C'est ça, parce s'il y que en a. les Républicains ont déposé 2 propositions de loi, dont une constitutionnelle avec des propositions fermes, hein, comme par exemple un référendum ou la possibilité de déroger aussi du droit européen en matière d'immigration. Ça, c'est une bonne piste ou pas? Mais moi, je crois qu'il faut tout remettre à plat. Ah oui. Ou presque tout. C'est-à-dire que, au fond, il faut se dire quelles sont les priorités. La priorité, de mon point de vue, c'est l'assimilation dans notre pays. C'est pas une immigration supplémentaire. Est-ce que nous avons besoin d'une immigration économique supplémentaire? Non. Il y a parfois des métiers en tension, il y a dans l'agriculture la nécessité de faire venir de manière saisonnière un certain nombre d'étrangers pour travailler chez nous. Cela existe, il n'y a pas d'immigration zéro, mais nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration économique. Est-ce qu'il faut... Ça, vous êtes clair, alors que ce n'est pas l'avis de tout le monde, Non, hein, mais bien sûr. Non, y compris, il y a un débat avec le patronat. Non, nous avons, y compris parce que parmi le nombre de chômeurs, il y a aussi, en situation régulière, beaucoup d'étrangers. Donc, c'est vrai qu'il y a des secteurs en tension, je pense au bâtiment ou à la restauration, mais nous avons, je pense, car nous avons encore un niveau de chômage important, suffisamment de possibilités dans notre pays. Est-ce qu'il faut revoir le droit d'asile? Le droit d'asile est un droit conventionnel, constitutionnel. Accueillir ceux qui fuient la guerre est une nécessité. Oui, mais encore faut-il déterminer ceux qui fuient vraiment la guerre. Quoi. Et à partir de quel moment Et puis on voit bien que autour de 30% de demandes d'asile sont acceptées, mais que fait-on de tous les autres? Il y a un détournement du droit d'asile. Donc cela se règle d'abord aux frontières européennes, et c'est un accord européen qui est en train d'être discuté, qui est difficile à trouver, qui est nécessaire. Donc il faut régler ces problèmes, notamment dans les pays d'accueil, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, parfois la France aussi. Mais là aussi, il faut lutter contre ce détournement du droit d'asile. Il faut expulser mieux, qui est le vrai sujet, parce que c'est ça qui crée un sentiment chez nos compatriotes d'impuissance de la part de l'État, même si les choses ont été améliorées, notamment sous l'initiative du ministre Gérald Darmanin, mais nous sommes très loin de ce qu'il faudrait faire. Et puis il faut sans doute revoir aussi le fait que notre pays est très attractif. Nos politiques sociales en matière d'hébergement, de regroupement familial. Oui, on touche de l'argent, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Italie ou en Espagne. C'est une forme d'attractivité. Alors il faut renoncer à ça. En tout cas, il faut revoir, y compris réformer l'aide médicale d'État. Il faut revoir, il y a une très bonne note de l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, Édouard Philippe, moi-même, nous sommes déjà exprimés à ce sujet-là. Il faut revoir la convention, les accords avec l'Algérie de 1968. Donc, mais pour revoir tout cela, en sachant qu'on ne réglera pas ce sujet en 3 jours, il faut trouver des accords larges, parce que ce sont des politiques qui nécessitent du temps, de la profondeur, du consensus, si nous voulons être efficaces. Si nous voulons amuser la galerie et gagner quelques points dans les enquêtes d'opinion, alors ce n'est pas nécessaire. Si nous voulons en revanche changer en profondeur de politique dans ce domaine-là, au niveau français comme au niveau européen, en n'oubliant pas évidemment tout le soutien qu'il faut apporter à l'Afrique, parce que c'est le continent de demain et la démographie de ce continent est en train d'exploser, donc de toute façon ces problèmes-là ne sont pas derrière nous. Non, ils sont devant. Ils sont devant nous, donc il faut des politiques de haute tenue et sur le temps long. Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce qu'il faut un référendum? Ça c'est autre chose, mais en tout cas, il faut clairement que nous récupérions parfois aussi, dans ce domaine-là, c'est pas un scandale de la souveraineté. Nous sommes nombreux à le dire, y compris à gauche, je pense à Jean-Pierre Chevènement, qui sur ce sujet-là dit toujours des choses qu'il faut écouter. C'est pas toute la gauche, quoi, hein, bien sûr. La gauche, vous l'avez déjà dit, mais... Donc du coup, de ce point de vue-là, il faut du courage. Il s'agit pas d'essentialiser, il s'agit de respecter les gens, il s'agit de faire preuve, évidemment, toujours d'humanité, de respecter les droits fondamentaux, mais il faut un changement profond de nos politiques migratoires. Ça, oui, de ce point de vue-là, alors il faut du courage. Vous dites c'est sur du moyen à long terme, mais il faut des décisions quand même rapides, là. Ces politiques-là, elles se mettent en œuvre dans le temps, mais il faut déjà un changement de ton, un changement de discours, et puis... qui doit passer par le prochain projet de loi. Exactement, là. Il y a des réalités. Donc, il y a un texte de loi du gouvernement, il y a des propositions de l'opposition, le Sénat, qui en général fait preuve de très grande sagesse, a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai la conviction que les bases d'un accord large sont réunies. Donc, à la majorité, comme
à l'opposition responsable de trouver les bases de cet accord. Ça serait un sacré changement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en plus, chez nos compatriotes, ce sujet-là nourrit une forme de désespoir, de colère profonde, d'énervement, en disant mais on n'arrive pas à résoudre ce type de problème. Ouais. Manuel Valls, à 2 reprises, là, vous avez souligné l'importance des LR et du Sénat qui est dominé par les LR. Vous vous sentez plus proche des LR aujourd'hui que de la gauche? Non, mais moi je suis un homme... Vous êtes où? Vous êtes toujours à gauche ou pas? Je suis un républicain de gauche. Oui. Je reprends, je parle beaucoup d'Albert Camus, mais je ne cite pas dans ce livre-là, mais je l'avais fait dans un précédent, sa phrase. Je suis de gauche, malgré moi, et malgré elle, et je mourrai de gauche parce que c'est mon engagement. Mais ma gauche, c'est celle de Clémenceau, c'est celle de la responsabilité, c'est celle de Michel Rocard qui, il y a bien longtemps, disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, même si la France devait prendre sa part, qui disait qu'il ne fallait plus d'immigration économique. Il le disait en 1988, 1989. Donc c'est cette gauche responsable qui écoute aussi ce que disent les Français, ce que ressent le peuple français. Elle peut être incarnée par Bernard Cazeneuve, par exemple? Elle sera incarnée, je l'espère, un jour par des personnalités. Et Bernard Cazeneuve est un homme de talent et qui a raison de prendre des initiatives pour que une gauche responsable, qui abandonne toute idée du bruit et de la fureur, lui-même a pris le chemin qui a été le mien avant, c'est-à-dire de quitter le Parti socialiste. Donc, mais nous sommes encore loin de l'incarnation. Et puis, cette gauche-là, elle doit être au clair. Sur l'immigration, nous venons d'en parler. Et puis, est-ce que si un jour elle revient au pouvoir, elle reviendra, je ne sais pas, à la retraite à 62 ans ou à 60 ans? Bon, donc, est-ce qu'elle sera dans la démagogie ou dans la réalité? Est-ce qu'elle dira que, notamment, ce qui doit changer profondément dans la gauche, c'est son rapport au travail? Est-ce que nous devons travailler plus longtemps, pour produire plus, parce que c'est quand même ça le grand défi du pays. Donc dans le rapport au travail et à l'immigration, qui sont souvent les deux impensés de la gauche, quel que soit le candidat, là il devra faire preuve, nous continuons donc, de courage. Vous seriez pour quoi alors? Pour maintenir la retraite à 62 ans, pour 64 ans? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'aurais fait différemment et j'étais moi, je trouvais très intéressant l'idée d'un changement profond et d'un système par points et qui tienne davantage compte de l'allongement de la durée de la vie, de la pénibilité, au fond, de la situation de chaque individu. Mais j'ai la conviction, c'est ce que nous avons fait aussi à notre manière avec François Hollande et Marisol Touraine, c'est qu'il faut travailler plus et plus longtemps, évidemment en ayant un débat sur la nature du travail, mais je continue de penser, comme Laurent Berger l'écrit, que le travail émancipe, qu'il est nécessaire dans la société. Donc en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne reviendrai jamais, si j'étais en responsabilité, mais le sujet n'est pas là, je m'exprime sur l'idée de revenir à 62 ou à 60 ans, parce que c'est mentir aux Français. Les Français ne sont pas contents sur la méthode qui a été utilisée. Mais en tout cas, ils sont, je crois, extrêmement réalistes. Oui, Manuel Valls, un dernier mot. Vous pourriez revenir justement aux affaires. On parle beaucoup de remaniement. Là, vous seriez prêt à reprendre du service? J'ai souvent cette question. Écoutez, moi, je suis un spectateur engagé. J'écris. Mon livre est réédité. Je vais à la rencontre des Français. J'étais il y a quelques jours à Chémy, dans un petit village dans le Nord, avec les habitants pour discuter précisément d'histoire et du courage. C'est passionnant. Je peux faire preuve de mon expérience et précisément mon expérience. Et aujourd'hui, je suis libre. Et la liberté, c'est aussi de. On dit que vous avez dîné avec Édouard Philippe dernièrement. Non, mais j'ai deux anciens premiers ministres, ils parlent de quoi? Mais non, on était chez les amis, c'est totalement absurde. Non, mais en plus, j'ai d'excellentes relations avec Édouard Philippe. Mais moi, il y a quelque chose, je ne suis jamais sectaire. Et avec les Républicains, qui à un moment ou l'autre ont gouverné ou qui peuvent gouverner, je considère, nous l'avons dit sur quelques sujets, qu'il faut d'abord être des patriotes et aller de l'avant ensemble quand c'est nécessaire. Un dernier mot. On a évoqué tout à l'heure avec Elisabeth Lévy les abayas. Le CFCM dit que ce n'est pas une tenue religieuse. Donc, grosso modo, ça ne va pas à l'encontre de la laïcité. Je sais que vous avez beaucoup défendu et travaillé sur la laïcité. Quel regard vous portez? Il y a une provocation permanente de l'islamisme, de l'islam politique, là où il y a le cœur de la République, l'avenir de nos enfants, c'est-à-dire l'école. Donc il faut être
intransigeant. Il faut être intransigeant sur ces sujets, notamment qu'une nouvelle fois, il s'agit de cacher le corps des femmes, de les mettre à l'écart de la société pendant qu'il y a des femmes qui enlèvent leur voile, leurs abayas en Iran et qui risquent tous les jours leur vie. Donc c'est un combat central, celui de la protection de ce sanctuaire qu'est l'école de la République. Merci, il faut du courage pour ça. Manuel Valls, ancien Premier ministre, auteur justement Le courage, guider leurs pas, 12 destins. Donc face à l'histoire, je l'ai dit en fait tout à l'heure, Clémenceau, c'est passionnant évidemment. Merci d'être passé ce matin au micro Sud Radio.